Vous savez, c'est ce que nous appelons dans l'UNDP la révolution. Ce que vous n'ignorez pas le sens, la rupture avec le passé. Vous avez dit, bon, mais nos anciens dirigeants, ils ont fait à leur manière et à leur façon. Mais l'UNDP a un autre regard pour la République centrafricaine, pour nos médias, nos journalistes. Ça va changer, ça ne sera pas la même chose. Chaque chose a son temps. Ça fait déjà partie du passé. Regardez vers l'avenir, attendez voir l'UNDP au pouvoir et le traitement des journalistes. Revenez vers nous, on aura toujours des occasions pour nous rencontrer et vous me poser cette question. Mais, M. Amin, vous nous avez dit ceci en tel mois. Aujourd'hui, on se retrouve qu'il y a ça, les journalistes sont torturés, leurs droits bafoués. Reposez-moi cette question plus tard. Et quant à ce qui concerne votre deuxième préoccupation, je vous dis ceci, chers amis, ça c'est des petits soucis. N'ayez pas peur, c'est tout ce que je peux vous dire. Troisième personne. La première question, ce qui concerne les déplacés. Nous avons fait des échanges et il revient au gouvernement de la transition, selon nos échanges, de nous donner des orientations. L'aéroport, c'est une vitrine sur le monde. C'est la honte et le remords de voir ce qu'il y a à l'aéroport quand on arrive. Exposé devant c'est une frontière. N'importe qui arrive, il voit nous déplacer. Même si on est sale. On est chez nous. De préférence, elle est cachée dans nos intimités. Mais les exposer, ce n'est pas une bonne manière. Nous, on avait demandé, si ce n'est pas sur la route de Damara, mais c'est sur la route de Bouali. Le terrain du défunt président Patassé. Si sa famille pouvait nous céder provisoirement, nous allons louer les engins, aménager, faire un camp de fortune pour aider ces déplacés, aller d'abord s'abriter provisoirement en attendant que nous recherchons une solution durable. Bon, la famille Patassé n'a pas approuvé parce que bon, il y a une bataille entre eux. Ça, nous avons ignoré. On est en train maintenant de chercher où est-ce qu'on peut les mettre. Si le gouvernement de la transition nous aidait, le ministère de l'urbanisme pouvait nous indiquer un site, nous on est prêts à aménager pour déplacer ces gens et les loger provisoirement le temps qu'on trouve une bonne solution. Mais malheureusement, nous aussi, nous sommes en attente. Donc, voici ce que je peux vous répondre pour cette question. Et quant à ce qui concerne la tenue des élections, mais ça ne dépend pas de nous, mais c'est l'obligation de la charte de la transition qui le dit. Les élections devraient avoir lieu en février 2015. Au mois de novembre, les amis de la Centrafrique se sont réunis avec les responsables du gouvernement de la transition pour différer de cette date. Pour des raisons X, ok, on est d'accord avec eux. Parce que la charte le dit, il faut prolonger s'il y a des difficultés de 6 mois. La transition. Mais vous aussi, vous faites ce constat comme moi, ce que vous n'ignorez pas. Nous n'avons pas d'informations de la part de la transition. Y a-t-il des difficultés? Il faut rester de temps en temps, attendre un petit bout si le Premier ministre se retrouve à Brazza pour sortir un petit bout de parole. La présidente de la transition sur RFI pour sortir un petit bout. Mais l'information, c'est sur le territoire national et au Centrafricain qu'il faut d'abord commencer. Ce n'est pas à l'extérieur que les Centrafricains, par le fait du hasard, tombent sur l'information. C'est ce qui nous manque. Qu'ils nous disent qu'il y a des difficultés, on est conscient. Il y a des pays comme le Mali. Ils ont traversé les mêmes circonstances. Et plus pire que la République centrafricaine. Ils sont partis aux élections. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'on aille aux élections. Le gouvernement de la transition n'est pas un gouvernement légitime, ne représente pas le peuple centrafricain. C'est un gouvernement qui est sous la casquette des chefs d'État de la zone CEMAC. Mais nous voulons les représentants du peuple, que les peuples élisent leurs représentants, quelles qu'en soient les circonstances. Que le peuple mette leurs représentants en place et on fera le reste. Mais ils ne nous informent pas. Que voulez-vous qu'on dise? C'est pour ça que nous aussi nous cherchons les informations. Ils ont les chargés de communication. Ils ont les porte-parole du gouvernement. On peut nous informer. Voilà les circonstances où il y a des difficultés. S'il faut que nous les aidons, on peut les aider. Mais on n'a pas d'informations. Donc nous aussi, on est en train de tâtonner. Voilà le vrai problème. Je suis conscient et d'accord avec vous. Le recensement électoral prend du temps.
Il y a aussi un problème de désarmement. Laisse aujourd'hui, qui va aller faire cette campagne-là au milieu de tous ces syndicats, les anti-Balaka, ils font leur loi, chacun de son côté. C'est tout un problème. Et ce problème, c'est un problème qui est en train de nous gangréner, nous tous. Ça pose problème pour la tenue des élections. Mais on veut les informations de la part du gouvernement de la transition, qui nous donne un plan. Prenez le cas de la Burkina Faso qui est sous une transition. À peine qu'ils entrent sous la transition, ils ont fixé la date des élections présidentielles le 11 octobre 2015. Mais en réalité, selon la charte de la transition, et quand ils reportaient les élections de 6 mois, il fallait fixer une date. Et s'il y avait des difficultés, quitte à s'asseoir et négocier. Les responsables de la transition, c'est des Centrafricains comme nous tous. On ne peut pas refuser, prolonger et attendre, même si les élections pouvaient se tenir en 2016, en condition qu'on nous informe des difficultés qui se présentent. Mais ça, on n'a aucune information. Donc on n'a pas d'information, on tâtonne, on est obligé maintenant de leur demander, mais dites-nous ce qui se passe. Si ce n'est pas ça, bon, mais donnez-nous la date des élections. C'est ce qu'on est en train de leur poser comme question. On n'a pas de réponse. Voilà ce que je peux vous répondre, monsieur le journaliste. Monsieur Zam Thierry. Thierry Zam de l'AFP. Merci, monsieur le Président. Merci. Je suis Thierry Zam de l'agence France Presse en Centrafrique. C'est vrai que M. Sandy a déjà abordé une partie de la question, mais comme on le disait déjà, moi je voudrais me baser un peu sur l'organisation des élections. Puisque vous êtes président d'un parti politique, ce n'est qu'aujourd'hui que le gouvernement a remis son rapport concernant la consultation des populations à la base à la commission préparatoire du forum de Bangui. Ce n'est qu'aujourd'hui. Et apparemment, les choses vont. Si jamais la date des élections est repoussée, est-ce qu'il y aura au niveau de l'UNDP une épine sur la plante du pied? C'est la première question. La seconde question, d'après les nouvelles qui nous sont parvenues, ce que vous faites aujourd'hui ressemble déjà pratiquement à une campagne présidentielle. Ce que vous avez fait au stade de 29 places. Dans un premier temps, les gens aimeraient que ça se passe au niveau du siège de votre parti et que vous avez, lorsqu'on voit un peu l'affluence qu'il y a au niveau de l'hôtel de gens qui est un peu un lieu public et qui regroupe, qui abrite plusieurs personnalités de la place, on se pose un certain nombre de questions. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, ce que vous faites aujourd'hui, les gens analysent ça un peu comme étant déjà une campagne présidentielle avant la date officielle. Qu'en dites-vous? Je vous remercie. Merci, monsieur le journaliste, de vos questions. Je vous réponds sur la première question. Que les élections puissent avoir lieu cette année, l'année prochaine ou dans 10 ans, ça ne pose aucun souci à l'UNDP. C'est quand on se positionne comme leader d'un parti politique assoiffé, on veut gagner le pouvoir à tout prix, coûte que coûte. En ce moment, on est embêté. Mais ce n'est pas ça le cas de l'UNDP. Ce qui nous préoccupe, c'est le devenir des Centrafricains, nos frères, leur avenir. Le souci, comme ce que je disais, qui est en train de leur hanter, la paix. Quand est-ce qu'il y aura une paix pour vivre dans la tranquillité? C'est ça qui nous préoccupe. Mais le reste, pour nous, ça ne pose aucun problème. Ils n'ont qu'à faire comme ils veulent. Nous serons toujours au rendez-vous, n'importe quand. Si ça prend un siècle, si ce n'est pas après notre mort, nous serons toujours présents. Mais ce que vous êtes en train de dire est que nous entrons en campagne d'élection présidentielle. Mais ce n'est pas ça. Nous voulons faire ce qu'on appelle des rapports de proximité auprès de nos frères pour leur dire qu'on est présent. On ne va pas attendre la dernière minute. Aux États-Unis, la durée du mandat présidentiel est de 4 ans. Dès que le président entre en fonction, tout de suite, il commence à se préparer pour le second mandat, qui sera son dernier mandat. Il ne va pas attendre la dernière minute.
Si vous voulez aller à la chasse, vous ne pouvez pas attendre seulement la dernière minute pour commencer à chercher les cartouches, tout ce qu'il vous faut comme des nécessaires pour aller à la chasse. Vous vous prenez toujours en avance. Il faut être bien préparé. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et notre pays est en pleine crise. Si nous pouvons contribuer à la paix, comme ce que nous avons fait hier avec nos frères, pour pacifier, avec tous les artistes qui ont fait des animations, pour adoucir le cœur des gens, je ne vois pas pourquoi on ne va pas se permettre de le faire. Ce n'est vraiment pas une campagne d'élection présidentielle, mais nous sommes en train de jouer à l'apaisement. C'est tout ce que nous sommes en train de faire. Rien d'autre. Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, s'il y a 30 candidats de déclarer, c'est des Centrafricains. Rien n'empêche une collaboration. Ça dépend si on peut s'attendre. Il n'y a pas de problème. On est en démocratie. Les gens sont libres de s'engager, de s'exprimer de leur manière. Quant en ce qui concerne la deuxième question que vous venez de poser, elle est si profonde. Nous avons les forces de MINUSCA qui sont avec nous, les Sangaris, le Fort et les forces centrafricaines. Mais il y a problème. Vous nous posez cette question sur le désarmement. La présidente de la transition a envoyé une correspondance au MINUSCA, aux Sangaris. Ce qu'elle dit dans sa correspondance, il faut appliquer mesure de confiance. Elle refuse tout désarmement par la force. Que les gens se désarment d'eux-mêmes, qu'ils viennent déposer les armes. C'est ce que vous avez vu, l'action de Mme Koyara tout récemment. Mais ce qu'on se pose comme question, l'exercice du pouvoir, c'est comme l'application de règles de la loi. La loi, elle est coercitive et contraignante. Vous ne pouvez pas dire que mesure de confiance, ça suffit. On ne doit pas désarmer les gens par la force. Les forces internationales qui sont ici, c'est le problème. C'est le problème qui se pose. Ils ne peuvent pas. Ils disent qu'au bout d'un mois, ils peuvent désarmer toute la République centrafricaine, les bandes armées, que ce soit Seleka ou Anti-Balaka. Mais la présidente a demandé mesure de confiance, de laisser les gens qui viennent déposer les armes d'eux-mêmes. Mais c'est ça qui pose problème. Ça pose problème. Et on ne peut qu'attendre ça d'elle, quitte à ce que c'est elle-même qui nous explique pourquoi elle avait voulu que ça se passe ainsi. Alors que les forces onusiennes, ils ont un mandat bien déterminé pour venir désarmer. Les Sangaris, ils sont venus en appui. Mais ils ne peuvent pas agir et interagir si le gouvernement de la transition ne leur donne pas le feu vert. Mais comme ils ont demandé mesure de confiance, ça, c'est une restriction par rapport à la force. Ils ne peuvent pas agir. Voilà pourquoi c'est bloqué. Donc nous attendons. Peut-être qu'elle a d'autres plans de sortie de la crise en voulant appliquer cette règle. Ce n'est qu'elle seule. Donc à vous, les journalistes, d'aller poser cette question à la présidente de la transition. Elle va nous répondre. Nous évoquons le problème des pays voisins. Ah bon, d'accord. Les pays voisins, c'est des pays frères, vu que nous sommes dans la zone CEMAC. On devient aussi comme l'Europe. Les conventions de la zone CEMAC, c'est libre circulation des gens et de biens. Sauf l'exception de la Guinée équatoriale et le Gabon, qui continuent à s'endurcir et qui imposent le visa avant d'entrer sur leur sol. Mais vu que ce sont nos frères, ils partagent nos souffrances. Je pense que si l'UNDP arrive au pouvoir, il n'aura pas d'autre élection que de chercher à vivre ensemble, comme nous étions toujours dans le passé. Et vous voyez ce qui se passe dans les frontières. Vous trouvez des Centrafricains de l'autre côté, les Camerounais aussi, la famille, tout est mélangé. Vous trouvez d'autres familles camerounaises qui vivent ici, ainsi de suite. Le mariage est mixte. Donc, on est obligé, on est appelé à cohabiter ensemble. La première question que vous avez posée sur la réunion de Brazzaville. Jusqu'à quand nous allons toujours continuer à régler les problèmes centrafricains à l'extérieur du territoire national? Il y a 2 semaines avant de quitter la France, j'étais avec un responsable des affaires étrangères du Congo-Brazza qui se plaignait du comportement des Centrafricains. Il m'a dit ceci, mais monsieur, vous n'avez pas un sol pour régler vos problèmes là-bas? Parce que vous venez tout le temps ici, le président Sassou Nguesso vous donne les enveloppes de 3 millions, 2 millions. Quand les gens attendent Brazzaville, tous les hommes politiques centrafricains dansent et ils courent pour y aller. Et ça nous agace.
Il y a un responsable de l'armée française qui avait rencontré le président Bongo. Il dit qu'il est dégoûté des affaires centrafricaines. Que chaque pays a ses problèmes internes, mais tout le temps affaires centrafricaines. Ils sont incapables de se gérer eux-mêmes. On prend acte, mais on donnera les réponses à tout ça au moment venu. Quant en ce qui concerne la révolution verte, ce que vous venez de dire, on n'attend pas être chef d'État pour le faire. Vous avez déjà lu peut-être sur les réseaux sociaux, nous voulons déjà lancer 6000 hectares de champs d'oignons. Parce que ça fait une honte. Les oignons que nous mangeons ici chez nous viennent du Soudan, du Tchad. Mais on a une terre, on pouvait bien les cultiver. Et le groupe des experts de l'UNDP, ça fait plus de 2 mois qu'ils sont en train de travailler là-dessus. On voulait faire venir des experts canadiens, ils nous ont demandé de leur donner une garantie de sécurité. Mais en tant que parti politique, on va donner quelle garantie de sécurité? On n'a pas une force armée à notre disposition. Ils disent non, mais donnez-nous les garanties pour notre sécurité, on va se déplacer. Donc c'était quasi impossible pour nous. On a préféré se rabattre sur nos experts. On les a dit, bon, travaillez sur ce projet et on va le mettre en exécution. Nous sommes en train d'acheter 30 000 bœufs. Vous avez su qu'après la crise, quand les peuples sont partis, il y avait une crise de viande à Bangui. Mais pourquoi ne pas initier les nationaux dans l'élevage? Donc on est en train d'acheter au Cameroun, au Soudan, 30 000 bœufs et on va commencer à initier nos jeunes dans l'élevage. Voilà un peu ce qu'on est en train de faire sur tout ça. Donc ne pensez pas qu'on attend de devenir président. Mais non, ce n'est pas l'objectif. D'abord pour les oignons. C'est depuis 2010 que j'ai commencé ce projet. À Damara, à Gbabara, 10 km de Damara, on avait cultivé 400 hectares. Pour commencer ces cultures de oignons, mais malheureusement, on avait eu des problèmes sur le terrain. Les gens de Badika sont venus dire que c'est leur terrain. Mais ce qui était bizarre, ils nous sortent un titre foncier qui date de 1930. 1930 en République centrafricaine, dans un village, il y a déjà des titres fonciers. Quelle société ils ont fait avec les gens de l'urbanisme mystère? On était obligé de se retirer. On a acheté des conteneurs de tronçonneuses. On avait recruté, je crois, plus de 6 000 jeunes qui travaillaient à Babara. Donc ça nous a freinés. Et ça, on continue toujours ce projet, on va le mettre en place. Nos experts travaillent. Ils ont localisé les zones. Là où nous allons commencer ces cultures de oignons, nous, ce n'est pas une question seulement d'arriver au pouvoir. Ceux qui attendent d'arriver au pouvoir, avant de commencer à exercer, mais je me demande, ça veut dire qu'il n'y a pas une bonne volonté. S'il faut répondre profondément à vos questions, je vais vous dire ceci. Nous, soi-disant les anciens premiers ministres, les anciens ministres, qui sont maintenant dans la course élective pour se diriger vers la magistrature, ils ont ignoré qu'ils ont été des chefs du gouvernement et que toutes ces inégalités sociales, tous ces problèmes aujourd'hui que nous vivons en Centrafrique, ce sont eux qui sont les causes. Mais ils veulent devenir chefs d'État pour dire aux gens, nous allons faire les industries. Mais ils le disent, ils ne donnent pas le nom de ces industries. Industrie automobile, pharmaceutique, laquelle des industries? L'UNDP est clair. Je suis fils d'un paysan. Mon père, un pauvre pasteur paysan qui vivait dans les zones rurales. On a vécu avec l'agriculture. Donc nous avons ciblé des projets sûrs et hors question de doute pour mettre en place. On ne veut pas de projets farfelus. Il y en a, ils sont en train de compter sur des réseaux ésotériques. Ils se disent que c'est la franc-maçonnerie qui va les amener au pouvoir. Mais pour nous, ce n'est pas ça. On se dit, c'est la volonté du peuple. Et si nous attendons la volonté du peuple, nous, on se met au travail. Le président Mitterrand, pour être élu président, il a milité, il a lutté pendant 30 ans. Quand vous mettez en tête, vous voulez devenir président, tout de suite, ça c'est autre chose. Ce n'est pas ça le cas de l'UNDP. Notre pays est en pleine crise. Quand vous allez venir porter un pays comme ça sur votre dos, il faut être capable. Sinon, au bout de 2 mois, 3 mois, les Centrafricains ne voient rien venir, mais ça va dégénérer de partout. Donc, quand on s'engage, on sait ce qu'on veut faire. On sait quelle direction nous prenons. Merci, monsieur le journaliste. Axe de coopération. Oui, axe de coopération, pardon. Quand en ce qui concerne l'axe de coopération, vous savez, ça dépend de n'importe quel gouvernement qui est en place. On revoit les anciens textes de collaboration qu'on a avec nos pays amis. S'il y a une révision, on verra. Mais ce n'est pas le moment, vu que nous ne sommes pas encore au pouvoir. Comment un parti politique va commencer déjà à traiter des problèmes de coopération? Parce que la coopération bilatérale ou multilatérale, ça dépend d'un gouvernement qui sera en place. Quitte à voir, mais bon, qu'est-ce qui est avantageux? Les relations entre les États, c'est des relations d'intérêt. Qu'est-ce qui doit produire? Qu'est-ce qui donne profit aux Centrafricains?
C'est là où nous, on va s'atteler. On va dire, bon, mais avec tel pays, peut-être que, bon, on peut approfondir nos relations, ou peut-être différer la coopération, abroger la coopération, tout dépendra au moment venu. Parmi nos anciens premiers ministres, comme je viens de dire, la majorité étaient des grands banquiers, des économistes. Ils n'ont jamais prévenu la Centrafrique d'une éventuelle crise ou récession économique. Et pourtant, c'est leur devoir, ils devraient le faire. Ils n'ont jamais mis en place des procédures d'une économie d'échelle ou un plan de sortie de la crise. Mais ils ont fait endurer à la population toutes ces crises sans rien dire. Mais dites-vous, ce que les gens n'ont pas été capables de faire hier, c'est aujourd'hui ou demain qu'ils peuvent le faire. C'est la question. Quelqu'un qui était chef du gouvernement, s'il a un projet, il va voir le président et dit, bon, on va faire ça, on va faire ça. Le président refuse 6 mois à sa place, je démissionne. Ça veut dire qu'ils avaient tout le pouvoir dans leurs mains. La crise centrafricaine ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'indépendance, notre pays était mal parti. Nous n'avons pas mis de bonnes bases. Et c'est l'impact qui continue sur la société. Quand vous dites, est-ce que l'UNDP sera à mesure, mais aucun homme n'est parfait, aucun pouvoir ne sera parfait. On fera le maximum que nous pouvons, et la continuité, ceux qui viendront après nous, ils vont le faire. Donc, dire qu'un parti qui va arriver au pouvoir, il va tout régler, même les grandes puissances n'arrivent pas à le faire, c'est ici en Centrafrique qu'on va le faire, c'est quasi impossible. Mais, nous avons l'entière conviction de ce que nous voulons faire. Ce n'est pas le bureau politique de l'UNDP, c'est le projet de l'UNDP, les idéologies de l'UNDP, les idéaux de l'UNDP que nous sommes en train de vendre. Si ça convient à la population, si la population trouve des intérêts, quitte à ce qu'ils voient dans le projet de l'UNDP. Nous avons des projets simples et classiques. Nous voulons peut-être mener notre vie primitive comme nos grands-parents étaient avant, des chasseurs-cueilleurs. Ça ne nous pose aucun problème. Voilà un peu vers quelle direction l'UNDP se dirige. Mais tout ça, nous allons le faire avec les efforts de tous les Centrafricains. Il n'y aura pas d'exclusion. Avec tout ce que ça comporte. La coopération, comme notre frère venait de poser sa question tout à l'heure, bilatérale, multilatérale, Boganda a dit dans notre hymne national, on ne peut pas exclure la coopération bilatérale. On est conscient. Mais bon, quand vous me posez cette question sur ce qui concerne la presse privée et publique, la presse privée, la majorité, c'est déjà une presse indépendante qui travaille pour le bien-être. Vous donnez à la République centrafricaine les informations du monde aux Centrafricains et les informations de la République centrafricaine au monde. Vous êtes les gens de valeur. Comment vous négligez? Dans les grands pays, aux États-Unis, en France ou ailleurs, vous ne pouvez pas aller aux élections avec des médias contre vous. Ça veut dire que vous n'allez pas gagner ces élections. Il faut toujours considérer les médias. Les médias sont capables de vous destituer, quel qu'en soit ce que vous allez les faire. Le problème avec vous, nos frères centrafricains, journalistes, hommes de médias, vous êtes des peureux. Vous ne vous engagez pas à fond. Il suffit seulement qu'on vous secoue un peu, c'est fini. Vous faites marche arrière, on ne dit plus rien. Mais il faut continuer à persévérer. Nous sommes des partis politiques, on est là pour vous soutenir. Libre expression, comme dit Centrafrique libre. Nous sommes d'accord avec ces propos. Il faut laisser la presse libre s'exprimer. C'est ça qui corrige l'erreur de la société. Je suis un chef d'État, si les médias me critiquent, ça veut dire qu'ils ont observé quelque chose qui ne va pas. Quitte à ce que je cherche, avec tous ceux qui sont tout autour de moi, cherchons à corriger. Vous savez, quand vous êtes au pouvoir, c'est difficile de discerner. Mais c'est les gens de l'extérieur. Vous, les responsables des médias, vous avez l'œil très vigilant pour identifier les sources de conflit et ce qui peut peut-être dégénérer sur le moyen ou le long terme. Quitte à ce que nous saisissons cette occasion. Mais sauf contraire, certains qui s'attellent dans le dénigrement inutile, sans preuve. Les médias, avant de faire une publication, et des pièces en conviction. Faites des recherches. Vous êtes des grands informateurs, des grands enquêteurs. Ayez des preuves avant de publier quoi que ce soit. Quand vous faites des publications qui humilient
ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut les torturer, les mettre en prison. Je pense que l'UNDP aura une autre vision. Il y a d'autres procédures, des sanctions, quitte à peut-être à interdire la personne de ne pas exercer, que de le torturer pour ses opinions. Hein? L'opinion fait corriger les erreurs d'un pouvoir, d'un gouvernement. C'est une bonne chose, il faut les accepter. Et ça ne sera pas le rapport des ennemis. Certains considèrent comme le rapport des ennemis, mais pour nous, ça ne sera pas ça. On aura une manière de regarder comment la presse fonctionne et exerce. Il y a une hiérarchie comme le groupe EGPIC. Votre président s'est préparé tout à l'heure. Si quelque chose ne va pas, il y a un conseil de ce groupe qui va appeler telle ou telle personne pour dire « mais non, mais écoute, essayez de vous mettre en ordre ». C'est ce que nous allons suivre. Donc, il aura le respect pour les médias. C'est ce que je peux vous dire, monsieur le journaliste. Il y a une dernière question avant de clôturer cette conférence de presse. Monsieur Séguion. Le journaliste, vous savez, quand le président Chirac avait commencé sa campagne pour devenir président, quand il était encore maire de Paris, le sujet de sa campagne était la fracture sociale. Mais ça ne veut pas dire qu'il ignore le reste. Mais non. Quand vous arrivez et que vous êtes responsable, vous avez toutes les possibilités maintenant de régler tous les problèmes. L'éducation, c'est le vecteur du développement. Comment pensez-vous que nous pouvons ignorer l'éducation? Nous sommes en train de travailler sur un grand projet de l'éducation. Décentraliser Bangui. Une université entre l'homme et l'Ompende, qui peut accueillir entre 150 et 200 étudiants, ça permet à ce que les jeunes centrafricains restent tout proches de leurs parents, pour les accompagner, les aider à continuer les études. Vous connaissez les phénomènes qu'on a vécu quand on était étudiant. On était à Bangui, on partait au lycée, vous rentrez, les parents tout mangeaient, vous n'avez rien. On mangeait quand on rentrait de vacances avec des paquets, des sacs de manioc et tout ça. La première semaine qu'on rentre, on mange. La deuxième semaine, ça commence à se faire rare. La troisième semaine, il n'y a plus rien, ça commence à devenir difficile. Beaucoup ont rebroussé chemin. Ils ont abandonné les études à cause de toutes ces difficultés. On est conscient. On veut une université à Bambari, à Boire, à Berberati. Sangambaéré peut venir, les étudiants de Sangambaéré, ils peuvent venir dans l'université entre 200 et 300 personnes. À Berberati, et peut-être une école supérieure à Sangambaéré, ceux maintenant de Berberati peuvent aller fréquenter là-bas pour qu'il y ait des échanges. Il faut décentraliser. On a un grand projet sur l'éducation. Nous voulons mettre en place la formation continue. Celui qui a un baccalauréat, il finit de travailler dans la soirée, il va faire les études de 18h à 21h. Au bout d'1 an ou de 2 ans ou de 3 ans, il peut avoir une licence. Un master 1, master 2, ça dépendra de ses capacités intellectuelles. Si la tête peut fonctionner, si les problèmes, les aléas de la vie ne l'empêchent pas. Donc nous avons un grand projet pour l'éducation. Journaliste, de ces 3 questions que vous venez de poser. Quand en ce qui concerne le bureau politique, avez-vous déjà vu une organisation sans problème? La preuve, le groupe GPIC. Le jour que je vous ai remis 25 millions, le président Sandi était à l'extérieur. On m'a amené un nouveau bureau du groupe GPIC, en commençant par vous-même. Donc, rien que ça, ça vous suffit comme réponse. Toute société en gestation a des conflits. Mais, bon, vous savez, que les gens disent ce qu'ils veulent, ça n'engage que eux. Vous venez de dire que les nouveaux projets de la Constitution me disqualifient. Mais au moment venu, on verra. Je suis rentré en Centrafrique en novembre 1999. Je louais chez le colonel Follo au PK11. Là où j'ai acheté mon terrain, à côté. J'ai commencé ma construction. Le président Bozézé va arrêter mes travaux en disant que ce sont terrains d'atterrissage d'hélicoptères. On a commencé des problèmes avec lui. C'était difficile entre nous. Je suis allé voir Désiré Ablia, son directeur de cabinet qui a intervenu. Il a refusé de dire que ce sont terrains d'atterrissage d'hélicoptères. Il ne me permet pas de construire là-bas. Heureusement, le ministre Kouamene, qui était de l'urbanisme, a fait des investigations. J'ai un titre foncier. J'ai acheté le terrain chez le Français qui vendait le ciment au port, M. Mérillon. Il m'a vendu le terrain 40 000 € en France. Il dit, je ne retourne plus en Centrafrique, c'est ton pays, si tu veux acheter, achète. Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai payé le terrain, j'ai commencé la construction, le président a saisi le terrain. Le ministre Kouamene qui fait des investigations. Il trouve que j'ai le titre foncier, j'ai le permis de bâtir. Il ne trouve pas pourquoi le président m'empêche. Il a pris sa responsabilité, il dit, bon, ben, moi, je te libère, va faire tes travaux. Si le président veut, il va prendre un décret présidentiel pour maintenant récupérer le terrain. Mais pour moi, c'est terminé.
Le directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme, quand tu lui avais demandé de rédiger la levée de sanctions, il a refusé, il dit non, mais c'est la décision du président, c'est le président seul qui peut revenir sur cette décision. Toi, étant que ministre, tu ne veux pas le faire. Koyamena a dit à sa secrétaire, écoute, je fais le test, frappe moi ça, je signe, je libère son terrain. C'est ce qu'il a fait, il m'a libéré, j'ai commencé mes travaux. Mon premier fils est né ici. Il a 5 ans aujourd'hui. Le second, il est né ici, c'est le troisième qui est né en France. Quand je quittais Bangui, c'est quand le Sénégal a été à Damara. Je suis rentré au pays depuis 1999, mais je n'étais pas sur la scène politique. Je ne devrais pas être connu. C'est quand on entre sur la scène politique, on se fait connaître. Qu'est-ce qui va m'exclure? Vu que depuis 1999, le novembre 1999, je suis rentré au pays. Quand est-ce que j'ai commencé mes travaux? Les permis de bâtir obtenus. J'étais présent au pays, mais je n'étais pas en politique. Donc, est-ce que tous les Centrafricains sont connus? Mais non, mais quand tu te présentes sur le seuil d'un domaine public, tu es appelé à ce que tout le monde puisse te connaître. Parce que tu vas vers une population qui doit s'exprimer sur tes idéologies. Et cette population, est-ce que tu vas les exclure? Parce qu'ils attendent de toi quelque chose. Ils cherchent à se connaître. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis connu. Mais quand en ce qui concerne ce que disent les adversaires politiques, ça, ce n'est pas un problème, ça ne va pas manquer. Il n'aura que ça. Mais je viens de vous dire quelque chose. Pensez-vous que c'est la France qui prendra un candidat pour imposer aux Centrafricains? Il y en a qui vont là-bas marchander comme d'autres candidats. 95% des candidats déclarés, il y en a qui attendent de Brazzaville pour qu'on leur donne de l'argent pour faire leur campagne. Mais l'UNDP passe aisément et sans problème. On est à l'aise. Je remercie la presse qui honore cette conférence de presse. De vos présences, ça me réjouit, ça me fait plaisir au cœur. Mais une chose que j'aimerais vous demander, parce qu'il y a toute une confusion. Vous nous posez des questions, mais les mêmes questions, on va vous les poser. Quels sont les responsables des journalistes centrafricains? À Paris, je rencontre M. Papandiki qui est venu me faire des reproches trop sévères en disant, lui, le patron du journaliste centrafricain, je donne 25 millions, il n'est pas au courant. Alors qu'il fallait que je passe par lui, je ne sais pas. Dernièrement, j'ai rencontré l'un de vôtres, M. Makas Sokotoko, qui dit qu'il est le président, qu'il est le président des journalistes. Je lui ai donné un projet au mois de novembre. Il dit, écoute, rassemble tous les journalistes, que ce soit du secteur public ou privé. Tu leur demandes, qu'est-ce qu'ils veulent pour accompagner les élections? Qu'est-ce qu'il leur faut? De novembre à nos jours, aucune réponse. Et pourtant, c'était promis que la réponse, on devrait avoir dans 2 semaines. Mais à qui on va s'adresser? On va vous aider, mais on n'a pas les moyens pour vous aider parce qu'on ne sait pas à qui s'adresser. On a tout un problème. Vu que j'ai des dossiers, M. Sandi était le président du groupe GPIC. Après, quand il était en déplacement, je ne sais pas si c'est en Namibie, on m'a amené une nouvelle liste d'un nouveau président du groupe GPIC. Mais finalement, à qui on va s'adresser? C'est la question qu'on vous pose. Ça nous pose vraiment des confusions. La réponse, si vous le voulez, ça sera huis clos. Allez-y me rencontrer, on discutera. Ce n'est pas ici. En vous remerciant pour ce que vous venez d'honorer de votre présence à cette conférence de presse, mais ce que je voulais vous dire en dernier mot, quand on vous donne les moyens pour vous aider, vous commencez encore à écrire qu'on est en train de distribuer les billets de banque. Mais ce qui me surprend, les journalistes écrivent contre nous, mais c'est eux qui envoient beaucoup de doléances. Alors qu'ils devraient être dans la situation de suffisance et ne rien demander. Vous critiquez alors que vous-même vous êtes dans le besoin. Oh mes chers journalistes, bon mais, comme vous ne voulez pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait alors? Mes chers journalistes, merci. Et on vous offre 10 millions pour votre participation. Vous saurez comment repartir ça entre vous.